Les Marocains sont en train de se réconcilier avec leur passé récent. La nation a été bouleversée en découvrant à la télévision les récits des victimes. Elle témoignait devant l'Instance Équité et Réconciliation, l'IER, une instance créée par la monarchie. Il urinait dans ma bouche. Je ne peux pas décrire ce que je ressentais. Ces témoignages ont levé le voile sur les atrocités commises sous le règne de Hassan II. Le Maroc a réalisé alors que, pendant 38 ans, emprisonnement sans procès, disparition et torture étaient monnaie courante. Toutes les mères s'inquiètent pour leur enfant. Ils auraient dû le laisser en prison, pas le tuer. J'ai l'honneur d'avoir participé à un mouvement dont je vois les résultats aujourd'hui. Les Marocains ont découvert avec surprise que les femmes ont joué un rôle déterminant dans la résistance. Ils ont réalisé aussi que bon nombre d'entre elles étaient tombées aux mains de la police de Hassan II. Fatna El Bouhi a été arrêtée et torturée sans aucune autre forme de procès. Les décharges électriques aux pieds et sous les ongles m'anéantissaient. J'ai été choquée en fait de découvrir comment était en fait le Maroc pendant cette période-là. Khadija Rouissi explique que son frère a été arrêté et qu'elle ne l'a jamais revu. En 1964, mon frère Abdelhak a été enlevé par les autorités marocaines. Il a disparu depuis. Dans cet épisode, nous entendrons le récit de deux rescapés, Khadija Rouissi et Fatna El Bouhi. Elles racontent aujourd'hui comment elles ont été capturées, emprisonnées et torturées sous le règne de Hassan II. Au Maroc, cette période d'instabilité politique est appelée les années de plomb. À ce jour, l'instance Équité et Réconciliation a examiné les cas de Fatna El Bouhi et ceux de 16 000 autres personnes, parmi lesquelles 6 000 femmes. Ces anciennes victimes ont obtenu réparation pour violation des droits humains auprès de l'IER. Durant les premières années du règne de Hassan II, Fatna allait à l'école à Ben Hamed, un petit village près de Casablanca. C'était à l'âge de 15-16 ans, et avant mon départ à Casablanca. Mais le sentiment, je l'ai eu ici, sentiment d'injustice, le sentiment de beaucoup de problèmes qui ont survenu dans la société, le degré de pauvreté sur lequel les familles, les voisins vivaient, tout ça. Hassan II est monté sur le trône en 1961, 5 ans après l'indépendance du pays. Au début, les pouvoirs du monarque étaient limités par la Constitution. Mais après quelques années de règne, il a entrepris des réformes radicales. Vers la fin des années 60, le roi ne tolérait plus aucune forme d'opposition. Nous avons demandé au docteur Michael Willis, spécialiste des études marocaines, de nous décrire l'opposition politique de l'époque. L'extrême gauche a tenté de renverser la monarchie, mais elle a été violemment réprimée. Toute personne impliquée de près ou de loin, même si elle ne faisait que distribuer des livres, était arrêtée et emprisonnée. Les arrestations en masse ont commencé au début des années 70. Le roi, aidé par la police, était déterminé à anéantir tous ceux qu'il considérait comme des ennemis politiques. C'était le fait de changer le régime sous lequel nous vivons, et c'était le rêve d'un autre régime, le rêve de la démocratie. D'après Maria Essaouni, emprisonnée aux côtés de Fatna, plus personne n'était en sécurité. Les assauts et les arrestations de la police étaient d'une violence incroyable. Il n'y avait aucun respect. Ils frappaient sans discernement. Aucun endroit n'était sûr. Ils fouillaient partout, c'était atroce. Il y a eu les arrestations de 1974 qui ont vraiment rasé le mouvement de gauche au Maroc. C'était terrible. Ils ont pris tout le monde. Alors je savais que déjà, il y avait mon nom sur les listes. En juillet 1999, après 38 ans de règne, le roi Hassan II a rendu l'âme. Son fils, le nouveau roi Mohamed VI, a immédiatement pris ses distances avec la dictature instaurée par son père. Dans un de ses tout premiers discours, Mohamed VI a promis que les droits de l'homme et le développement humain seraient les principes fondateurs d'une réforme globale du pays. D'après Khadija, ce discours a marqué le début d'une ère plus libérale. La volonté vraiment politique ne s'est exprimée et de rompre effectivement
avec le passé qu'avec l'avènement du roi Mohamed VI. En 2004, le roi Mohamed VI a créé l'instance Équité et Réconciliation, une première dans le monde islamique. Cette option, qui est d'ailleurs nationale, permet de résoudre ce passé et pour permettre à la société de savoir ce qui s'est passé et aussi d'y tirer les leçons pour renforcer encore davantage l'état de droit et s'engager dans l'édification de la démocratie. Le mandat de l'instance Équité et Réconciliation n'était pas de punir. Les auteurs des crimes et violations durant le règne de Hassan II jouissaient d'une immunité. L'IER ne pouvait que proposer des mesures pour que les atrocités commises sous les années de plomb ne se reproduisent jamais. Les principales recommandations de l'IER visaient à réformer la Constitution et le système judiciaire, ainsi qu'à garantir le respect des droits humains. Que la vraie réparation, c'est la garantie qu'il n'y ait plus jamais ça. La garantie d'appliquer les recommandations déjà de l'IER, c'est un grand pas. Les victimes ont été encouragées à raconter leur expérience dans des assemblées publiques diffusées en direct à la télévision. Télé, la radio, les journaux. Et c'était très important que tous les Marocains sachent que dans leur passé, ce qui était chuchoté, ce qui n'était pas dit, le voilà dit. C'est à ce moment-là que l'opinion publique marocaine a découvert que de nombreuses femmes avaient souffert. Ma mère, la pauvre femme, elle était enceinte de 7 mois de mon frère. Ils l'ont brûlée sur tout le corps avec des cigarettes. Elle avait des brûlures partout. Je n'oublierai jamais les tortures qu'a subies mon amie Latifa. Ils l'ont pendue et l'ont battue jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Avant que ces témoignages ne fassent éclater la vérité, les Marocains pensaient que l'engagement politique était réservé aux hommes. Les membres de l'IER ont cherché à connaître le rôle spécifique des femmes durant ces années de plomb. Parce que c'est toujours la femme faible, la femme faite pour le ménage, la cuisine, tout. Alors pour eux, c'est une nouvelle image. De nombreux militants politiques étaient en prison, en exil ou encore sous étroite surveillance. C'est pour cette raison que des femmes comme Jmiya Azrar ont joué un rôle de plus en plus important dans l'opposition. Nous allons filmer Jmiya Azrar, qui est une ancienne détenue politique des années 74. Pourquoi étaient-ce les femmes qui transportaient les armes et non pas les hommes? C'est facile à manipuler. Même pendant l'indépendance, les femmes ne sont pas visées. La femme, c'est dans le harem. Les hommes, ils sont surveillés, mais les femmes, non. À cette époque-là, Fatna étudiait à l'université. Elle s'était engagée dans un mouvement militant qui se faisait appeler le 23 mars, en souvenir de la sanglante répression étudiante du 23 mars 1965. Ce groupe voulait libérer le Maroc du tyran Hassan II. J'étais vraiment bouillonnante et j'enlevais les photos du roi des classes. J'étais prête à n'importe quoi pour aller au-devant. On se constituait en cellules, soit distribuer les tracts, soit travailler avec des gens pour les sensibiliser. Bien sûr que je savais que je risquais l'arrestation, que je risquais la mort, que je risquais la disparition. J'ai été arrêtée en 1974 pendant les grèves qui ont... C'était que ma mère, quand elle a su, et mon père, ils ont été mis au courant. J'ai expliqué que je risquais 5 ans de prison et elle m'a dit, tu sais ma fille, restez dans ce que tu as dit. Fatna a été conduite les yeux bandés à Der Moulay Cherif, un centre de détention secret au cœur de Casablanca. Les Marocains ont été profondément choqués par les révélations faites devant l'instance Équité et Réconciliation. Ils ont découvert que les violations des droits humains étaient répandues sous le règne de Hassan II
et que bon nombre des victimes étaient des femmes. Il urinait dans ma bouche. Je ne peux pas décrire ce que je ressentais. Il y a plus de 30 ans, Fatna El Bouhi a été emprisonnée et torturée dans ce centre pendant 9 mois. Aujourd'hui, elle y retourne pour la première fois. Mon Dieu, je ne savais pas que c'était aussi grand. Moi, j'étais à gauche et l'interrogatoire était à droite. Certainement, il doit y avoir des chaises sur lesquelles j'ai été torturée. C'est des chaises sur lesquelles on s'asseyait avant de nous mettre le circuit de la torture, quoi. C'est des chaises pour les interrogatoires. Et j'étais pleine de sang, pleine de saleté, j'avais faim. On m'a jetée dans un couloir. C'était plein de gens, il y avait plein de cris, plein de mouvements. C'est là que j'ai vécu pendant 7 mois, sans lumière, Je sentais tellement la terreur. Les décharges électriques aux pieds et sous mes ongles m'anéantissaient. La douleur était indescriptible. Vraiment, je n'ai jamais été... Je ne sais pas d'où j'ai tiré cette force. Je n'ai jamais craqué. On m'emprisonnait là, mais ils peuvent emprisonner mon corps, mais pas mon âme. Comme en Argentine et au Chili, des femmes issues de toutes couches sociales, pas seulement des étudiants ou des activistes politiques comme Fatna, ont commencé à protester, quitte à sacrifier leur liberté. Les mères en particulier ont joué un rôle fondamental et essentiel dans, on va dire, le lever du voile par rapport à cette question. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il faut reconnaître pour l'histoire, les mères en particulier, un peu à l'image des femmes de la place du 1er mai en Chili. Des mères, des épouses, des sœurs et des filles de disparus se sont mobilisées. Elles bloquaient l'entrée des prisons, imprimaient des tracts, alertaient des contacts à l'étranger. Surtout, elles demandaient aux autorités de rendre des comptes quant au sort réservé à leurs proches. Pour se rendre à la prison, nous étions 40 et il n'y avait que 10 hommes. En fait, il y avait plus de femmes que d'hommes. Elle a dit que c'était un mouvement essentiellement féminin. J'ai passé dans un lieu secret qui s'appelle Derb Moulay Cherif, 15 mois de détention. Dans tous ces moments, j'ai trouvé à mes côtés ma mère. Après 15 mois au centre de torture de Derb Moulay Cherif, Hassan a été transféré à la prison de Kénitra. Il y est resté 15 ans. Pendant toutes ces années, des mères, des sœurs et des épouses de prisonniers montaient la garde nuit et jour devant l'entrée de la prison. Dans cette prison, c'est tous les malheurs du monde. Là, j'ai passé 15 ans de ma vie. C'est ici, dans cette petite pièce, que l'on se retrouvait. Il dit... On s'y réunissait la nuit ou le jour. Les Marocains n'avaient jamais entendu d'histoire comme celle d'Oumi Fatima. Les témoignages recueillis par l'IER leur ont permis de mesurer le calvaire enduré par de nombreuses femmes. En prison, les gardes giflaient et frappaient les jeunes filles. Parfois, ils autorisaient la visite de femmes plus âgées, mais pas toujours. Eux, qui sont des femmes, qui n'ont jamais quitté leur maison et qui devaient en faire face à ce mal, avec un courage exemplaire. Que les femmes ont témoigné, mais jamais avant l'IER. Surtout que les femmes n'ont pas encore parlé. Jusqu'à présent, il n'y a rien eu. C'est juste l'IER qui a fait parler les femmes après ce que j'ai écrit. Ce n'est que dans les années 90, à la fin de la guerre froide, que la communauté internationale a commencé à pointer du doigt la répression menée par le roi Hassan II. Le monarque a consenti alors quelques réformes. Il a libéré plus de 800 prisonniers politiques et gracié 195 condamnés à mort. Ça, c'est une photo que c'est le jour de ma libération. Peut-être qu'en sortant, on va trouver que tout a changé. Ça, c'était le rêve. Des exilés politiques de renom sont alors revenus au pays. Des dissidents ont créé des partis d'opposition.
d'anciens prisonniers politiques et des groupes de défense des droits humains ont repris leur combat pour la démocratie. Et pendant tout ce temps, les femmes continuaient à se battre pour obtenir plus de droits. A commencé à payer la lutte des familles, et la lutte des associations, et la lutte des démocrates au Maroc. Lorsque le nouveau roi, Mohamed VI, est monté sur le trône en 1999, il a accéléré ce processus de réforme. Afin d'améliorer les relations du Maroc avec les États-Unis et l'Europe, le nouveau roi a pris soin de se présenter comme un monarque très moderne. En 2002, l'État marocain a organisé ce que le département d'État américain appelle les premières élections libres, équitables et honnêtes de son histoire. À mon avis aussi, on peut se dire que actuellement, on arrive à voir le fruit de toutes ces années de lutte. Je suis très fière qu'aujourd'hui, mes sœurs disposent de plus de liberté d'esprit, de plus d'égalité, de plus... C'est pas assez, mais je suis très fière qu'elles puissent être comme ça. Sous la pression des associations féminines et des nouvelles réformes, le code traditionnel de la famille, la Moudawana, a radicalement changé. Les réformateurs ont toujours considéré ce code comme la source des discriminations contre les femmes. Les réformes ont profondément bouleversé la famille. L'âge minimum requis pour se marier est passé de 15 ans à 18 ans. Le divorce n'est désormais possible que par consentement mutuel et la polygamie a été sérieusement limitée. La Moudawana, au début, c'était comme si elle rêvait et que les femmes peuvent avoir des droits par rapport au divorce, par rapport au mariage, par rapport aux biens. Ces droits, considérés comme évidents pour de nombreuses femmes dans le monde, restent exceptionnels pour un État islamique. Ce nouveau code de la famille, associé aux recommandations de l'IER, constitue une avancée majeure. Mais dans quelle mesure ces nouveaux droits sont-ils appliqués? À la Médina, Fatna interroge des hommes et des femmes pour connaître leur opinion sur le nouveau visage de la Moudawana. À votre avis, est-ce que la nouvelle Moudawana a des conséquences positives? Oui. Maintenant, grâce à la Moudawana, les femmes sont protégées. Je n'en ai pas entendu parler. Vous pouvez m'en dire plus? Est-ce que la nouvelle Moudawana est une bonne chose ou pas? D'après vous, les femmes s'en sont servies pour prendre le pouvoir? Nous autres, pauvres hommes, nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer. Vraiment? À cause de cette nouvelle loi, le divorce est très compliqué pour les hommes. Et dans le pays aussi, les problèmes ont empiré. Les hommes ne sont même plus chez eux dans leur propre maison. C'était pas le renversement des rôles que je voulais. Je voulais l'égalité. Et ce qui me manque, c'est au niveau des femmes, je vois les résultats. Mais au niveau de la démocratie aussi, il y a des éléments de ces résultats, mais ce n'est pas encore assez. Le Maroc a signé la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination contre les femmes, mais il doit encore la ratifier. Depuis le début des années 90, le Maroc a parcouru un long chemin. D'un État autoritaire dans les années 70, c'est devenu un des pays les plus libéraux du monde arabe. Le code de la famille, la Moudawana, a été réformé, mais le monarque détient encore pratiquement la totalité du pouvoir constitutionnel. Au Maroc, le processus de réconciliation suit son cours. À ce jour, l'instance Équité et Réconciliation a enquêté sur 17 032 affaires, levant le voile sur des meurtres, des disparitions forcées, des tortures, des viols et des enlèvements. L'IER affirme que le nombre de disparus dont le sort a pu être vérifié est de 742. Mais peut-être ne connaîtrons-nous jamais le chiffre exact. Il y a écrit tous les noms des disparus, tous les noms des morts, des gens qui sont passés sous la torture dans les années de plomb. Le pays est en pleine transition. Qui sait ce que l'avenir réserve aux futures générations de Marocains? Et ça fait à peu près 4 ou 5 ans que j'ai commencé à leur parler de tout ça. Ils savent cette partie de ma vie, je leur ai raconté tout ça, je suis fière de ma mère donc. Ma mère est mon héros, pas parce qu'elle a changé le Maroc, pas parce qu'elle a été en prison, pas parce qu'elle a souffert, pas pour les choses qu'elle a faites. Ma mère est mon héros parce qu'elle m'a rendu moi.
Parce qu'on avait beaucoup perdu. Et on a perdu des êtres humains, des vies. Et cela ne doit pas se répéter, absolument pas. Un Maroc meilleur, et c'est... Voilà, les femmes se battent pour l'alphabétisation de leurs sœurs, les hommes se battent pour la démocratie de ce pays. Les femmes aussi se battent pour un projet de démocratie dans ce pays. Alors, voilà.